Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel de l'immobilier, le podcast qui va à l'essentiel pour vous aider à vivre de l'immobilier sous toutes ses formes. Chaque dimanche, retrouvez un nouvel épisode dans lequel nous parlerons des métiers de l'immobilier, d'investissement et de la vie en copropriété. Je suis David, professionnel de l'immobilier depuis 10 ans. Retrouvez mon livre « Acheter son premier appartement », le guide complet pour réaliser votre rêve immobilier sur Amazon. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu poses des questions, on a les solutions. Démarrer c'est facile, avec nous c'est tranquille. L'essentiel de l'immobilier, un podcast pour t'accompagner dans tous tes projets. Tu sais qu'on va assurer. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 18 de l'essentiel de l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour vous, maîtriser l'offre d'achat. Comment négocier pour obtenir le meilleur prix en immobilier. Si vous vous êtes déjà demandé comment obtenir le meilleur prix, comment évaluer correctement un bien ou encore quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas vous faire avoir, alors cet épisode est fait pour vous. On va passer en revue toutes les étapes de la connaissance du marché à la psychologie du vendeur pour que vous soyez armé face à la négociation. Vous allez pouvoir, avec ces outils, manœuvrer et obtenir le meilleur prix. Que vous soyez en train de préparer votre premier achat immobilier ou que vous souhaitiez affiner vos techniques, cet épisode vous apportera des conseils concrets et actionnables dès maintenant. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'art de maîtriser l'offre d'achat en immobilier. Tout d'abord, connaître le prix d'un bien. L'un des premiers pièges à éviter est de faire une offre basée uniquement sur le prix affiché. Pour bien négocier, il faut connaître le prix réel du marché. Pour cela, je vous ai concocté une liste de 3 actions à utiliser et à réaliser. Premier point, combien l'appartement ou la maison a-t-il ou est-elle acheté? Utilisez des plateformes comme Papers ou DVF. Ces sites vous permettront de savoir à quel prix le bien a été acheté précédemment et en quelle année. Cela vous permet donc de savoir si le propriétaire essaie de réaliser une grosse plus-value ou si le prix est justifié par le marché. Vous pourrez aussi connaître la date à laquelle il a acquis le bien. Vous pourrez donc, c'est des informations précieuses pour la suite. Petit complément d'information, à mon sens, en ce moment, Papers va plus loin que DVF, car il permet d'obtenir plus d'informations sur les biens. Vous pouvez vérifier les DPE s'ils sont renseignés, et avec Papers, vous pourrez aussi plus facilement identifier les points forts et les points faibles du quartier. Si vous voulez aller encore plus loin, il y a un annuaire des ventes et des offres qui s'appelle Castorus et qui est gratuit. Sur Castorus, vous pouvez aussi vérifier la date de mise à la vente du bien, les baisses de prix et leur fréquence sur le bien qui vous intéresse. Deuxième point, à combien se vendent les biens dans le quartier? C'est la deuxième étape. Comparez les prix de biens similaires dans le même quartier et leur prix de vente. Vous allez ainsi pouvoir anticiper la revente de votre bien, la difficulté à vendre et à entrevoir la tension locative dans le quartier. Comment on fait ça? Eh bien, c'est très simple. Avec les mêmes outils, on les utilise juste différemment. On demande aussi aux voisins du bien qui vous intéresse après la visite afin de savoir s'il y a une ou des raisons qui pousseraient le propriétaire à vendre. Évidemment, on le fait avec tact et on le fait de manière élégante. Dernier petit point, faites le tour des agences. N'hésitez pas à faire un tour des agences locales. Je sais, c'est old school, mais elles connaissent bien les spécificités des quartiers et peuvent vous donner des indications sur les ventes en cours, la croissance, sur la demande d'achat dans le quartier ou encore sur le vendeur lui-même. Parfois, vous serez surpris d'apprendre que ça fait 1 an que le propriétaire essaye de vendre le bien et qu'il l'a mis dans 12 agences. Conclusion de cette première partie, si vous avez suivi chaque étape correctement, vous connaissez à présent le prix exact des biens dans le quartier, la fréquence des ventes, la tension locative et les projets de construction sur un périmètre de 500 mètres à la ronde. Vous savez donc aussi si le quartier est porteur et si vous allez faire ou pas une bonne affaire. Maintenant que vous avez une connaissance parfaite des prix dans un périmètre de 500 mètres à la ronde, vous devez comprendre l'état d'esprit du vendeur pour faire la meilleure affaire possible. Négocier, c'est aussi comprendre l'état d'esprit de celui qui vend. Et plusieurs éléments peuvent influencer la marge de négociation. Tout d'abord, l'état d'esprit du vendeur. Qu'est-ce qui justifie le prix affiché? Le prix affiché dépend souvent des caractéristiques du bien. Sa superficie en mètres carrés, la présence d'un jardin, d'une terrasse ou encore des rénovations récentes. Chaque élément va donc justifier une augmentation de prix, mais assurez-vous que cela reflète vraiment la valeur ajoutée du bien. Un mètre carré n'a pas la même valeur s'il est situé en centre-ville ou en périphérie. Je reprends un exemple que j'avais pris dans un épisode précédent.
Une cuisine à 15 000 € dans une maison à 200 000 € n'apporte aucune valeur. 500 mètres carrés de forêt non constructible dans une ferme dans le Jura n'apporte aucune valeur supplémentaire, surtout si le corps de ferme a déjà 10 000 mètres carrés de terrain. Donc gardez à l'esprit qu'une terrasse de 7 mètres carrés à Paris peut coûter plus cher qu'un appartement de 50 mètres carrés dans le nord de la France. Et les éléments qui justifient le prix sont les éléments de confort qui incitent les acheteurs à acheter. La deuxième chose à vous demander, est-ce que le vendeur inclut ou pas ses frais de notaire dans le prix de vente? Dans 99% des cas, les vendeurs incluent dans leur prix de vente le montant des travaux, donc ça n'a pas de problème, ainsi que les frais de notaire qu'ils ont payés par le passé. Ça, c'est moins bien pour vous. Bien que cette pratique soit tout à fait légitime, elle n'est pas justifiée dans le cadre d'une vente puisqu'il s'agit de frais. Donc soyez vigilants sur ces aspects et essayez de négocier cette partie. La dernière chose à vous demander pour la psychologie du vendeur, et la plus importante à mon sens, c'est est-ce que le vendeur est dans une situation personnelle compliquée? Si le vendeur traverse une période difficile, comme on le connaît tous, divorce, déménagement rapide, succession, mutation professionnelle, il sera peut-être plus enclin à accepter une offre inférieure au prix affiché. N'hésitez pas à poser des questions discrètes à l'agent immobilier pour évaluer la flexibilité du vendeur ou au vendeur lui-même, à condition de le faire habilement évidemment. C'est à ce moment-là, si jamais le bien est à la vente depuis 1 an, que vous allez aussi pouvoir actionner ce levier et dire « mais attendez, vous vendez, ça fait 1 an que vous essayez de vendre, vous avez mis à plusieurs prix, personne ne veut vous l'acheter et moi je veux vous l'acheter. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on trouve un terrain d'entente ou est-ce que vous attendez 1 an de plus ?» Maintenant qu'on a vu la psychologie du vendeur, on va voir la psychologie de la vente en général. Et la psychologie joue un rôle clé dans la négociation. Donc voici quelques astuces pour éviter les erreurs classiques et conserver l'avantage. Tout d'abord, l'agent immobilier n'est pas votre ami. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est un intermédiaire de la vente. Tout comme vous, il travaille et son but n'est pas de faire du bénévolat. Il a vocation à trouver le bon acheteur pour le bon vendeur. Être trop en confiance avec l'agent immobilier pourrait vous desservir. Gardez donc à l'esprit de ne pas tout lui dire et de minorer votre budget. Je vous donne un exemple concret. Vous dites à l'agent que vous avez un accord de banque pour 200 K avec possible flexibilité de 10 K. Vous allez en visite sur une maison à 220 K. Vous offrez 205 K. Première hypothèse, l'agent immobilier aura tendance à aller dans votre sens auprès du vendeur en lui disant que vous êtes au maximum de vos capacités et qu'il ne tirera pas plus. En revanche, si vous aviez dit à l'agent immobilier que votre budget initial n'était pas de 200K plus 10, mais plutôt de 220 ou 230 plus 10, et que vous alliez sur la même maison à 220K, vous pensez qu'il va dire quoi l'agent immobilier si vous faites une offre à 205K au vendeur? Il va lui dire, écoutez, je vais essayer de pousser côté acheteur parce que je sais qu'ils en ont encore un peu sous le pied. Et vous allez perdre. Dans une vente, il ne faut pas montrer d'émotion quand vous êtes l'acheteur. Lors d'une visite, ne montrez jamais que vous êtes intéressé, ne laissez jamais paraître que vous êtes prêt à tout pour acheter le bien. Si le vendeur ou l'agent immobilier sent que c'est le bien de votre vie, ils auront le dessus dans la négociation, c'est sûr. Ne réfléchissez pas avec le cœur, mais réfléchissez avec votre tête. C'est peut-être votre future maison, mais pensez à long terme. Si vous avez un projet d'investissement locatif ou de revente, ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Vérifiez la qualité du quartier, l'évolution des prix et anticipez les éventuels coûts de rénovation. Le raisonnement à froid et rationnel est votre meilleur allié ici. Conclusion, à ce stade, vous pouvez dégainer et faire la meilleure proposition possible car vous avez tous les éléments. Toutefois, gardez en tête que dans le pire des cas, votre offre ne sera pas acceptée et c'est tout. Donc vous pourrez très bien revenir demain et faire une seconde proposition. Et si elle n'est pas acceptée, vous reviendrez après-demain et vous ferez une troisième proposition. Personne ne vous jettera de cailloux, même si vous offrez 50% de moins que le prix affiché. J'en profite donc pour vous informer aussi qu'un agent immobilier a l'obligation de présenter votre offre si elle est formellement faite et constituée, même si elle est inférieure à 50% du prix demandé. Maintenant, on va se focaliser sur comment faire une bonne offre d'achat. L'offre d'achat, c'est l'étape clé dans le processus de négociation. Elle doit être bien préparée pour maximiser vos chances de succès. La forme de l'offre d'achat. L'offre peut être faite de différentes manières, contrairement à ce qu'on pense. Elle peut être faite par SMS, par email, par lettre manuscrite, peu importe ce que vous dira l'agent immobilier, c'est l'article 11.14 du Code civil qui fait foi. Il dit quoi cet article? Il dit que l'offre d'achat peut revêtir toute forme à condition qu'elle exprime clairement l'intention d'achat de l'acheteur. Imaginons que vous êtes plusieurs acheteurs à visiter un bien. Vous savez que l'agent immobilier a une visite à 15h, une autre à 15h30.
Si vous êtes plusieurs à visiter, je vous confirme qu'il vaut mieux faire une offre d'achat par SMS dès que vous sortez de la visite, à condition d'inclure tous les points formels obligatoires afin qu'elle soit valide. Donc une offre formelle comprend l'adresse du bien, le prix, les modalités de financement et une durée de validité. Évidemment, si vous avez le temps de faire les choses proprement, une offre par écrite est souvent préférable pour éviter tout malentendu, c'est tout à fait logique. Passons à l'engagement légal de l'acheteur. Pour l'acheteur, une offre acceptée n'est pas engageante contrairement à ce qu'on pense. Rien ne vous empêche de revenir sur votre décision, bien que moralement c'est discutable. Petite information importante, si vous achetez un bien en succession, veillez à ce que tous les vendeurs, tous les héritiers soient d'accord avec l'offre et contresignent, sinon elle pourrait être invalide. L'engagement légal du vendeur. Contrairement à l'acheteur, le vendeur est engagé dès qu'il accepte l'offre, mais uniquement s'il l'a contresigné. Il ne peut pas revenir en arrière, c'est impossible. Une fois que cette étape est franchie, sauf en cas de conditions spécifiques comme la non-obtention de votre prix IMO, lui, il ne peut pas sortir de la vente. S'il sort de la vente, il a des pénalités à vous devoir. La durée. L'offre d'achat n'est pas éternelle. Elle peut être soumise à une durée limitée. Généralement, on met entre 5 et 10 jours. Donc, si vous n'avez pas de réponse dans ce délai, vous êtes libre de vous retirer et de partir vers d'autres projets. Je vais vous donner une astuce. Moi, quand je cherche à acheter un bien, il m'arrive de faire 2 ou 3 offres en même temps sur des biens qui m'intéressent. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai pas envie que le bien me passe sous le nez. Donc je vais sur un bien, je visite. Si le bien me plaît, paf, je dégaine, je fais une offre. Elle est acceptée, c'est bien, elle n'est pas acceptée, tant pis. Mais en attendant, le vendeur a une offre, peut-être qu'il l'accepte. S'il l'accepte, la vente est bloquée, elle est pour moi. Même si d'autres acheteurs passent derrière, moi, ma vente, elle est faite si jamais j'ai envie de pousser jusqu'à l'achat. Donc ça, c'est la meilleure des techniques que je peux vous donner. La durée. L'offre d'achat n'est pas éternelle. Elle peut être soumise à une durée limitée, généralement de 5 à 10 jours. Si vous n'avez pas de réponse dans ce délai, vous êtes libre de vous retirer. Les clauses de crédit. Précisez toujours une clause suspensive de crédit. Cela vous permet de vous rétracter si vous n'obtenez pas le prêt nécessaire à l'achat du bien après la signature du compromis. Mettez un montant de prêt un peu en dessous de ce à quoi vous prétendez afin d'avoir une porte de sortie. Vous aurez ainsi une certaine marge de manœuvre. Évidemment, ne mettez pas l'obtention d'un crédit à 1,90 sur 15 ans si vous n'êtes pas capable, si vous savez que les taux actuels sont à 4. Il faut quand même que ce soit cohérent, sinon le notaire et le vendeur n'accepteront pas de signer le compromis. Dernier petit point, un vendeur ne peut pas accepter 2 offres. Ça veut dire quoi? Attention, une fois que le vendeur a accepté votre offre et qu'il l'a contresignée, il ne peut pas accepter une autre offre. Il est engagé à vous vendre le bien et ce, de manière irrévocable. Voilà, nous avons terminé l'épisode numéro 18. J'ai été très content de le faire pour vous. Vous avez toutes les armes maintenant pour aller négocier, donc allez-y, négociez, faites la meilleure affaire possible. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer en commentaire ou en MP sur Instagram. J'y répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous, likez, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!